Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Batailles de l'Histoire, le troisième de cette série dédiée à la bataille d'Afrin. Dans l'épisode précédent, qui abordait la période du 20 au 31 janvier, nous avions vu comment l'armée turque et ses supplétifs syriens avaient tenté d'établir de multiples têtes de pont dans la région d'Afrin. Nous avions constaté leur faible progression, des débuts assez poussifs, et on s'était posé la question des raisons de celle-ci en invoquant notamment le choix stratégique d'Ankara de procéder préalablement, semble-t-il, au contrôle de toute la bande frontalière avant d'envisager le siège d'Afrin. Eh bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, à savoir si cette hypothèse s'avère être la bonne, c'est-à-dire une conquête dans un premier temps des espaces frontaliers, ou si au contraire je me suis complètement gouré, et dans ce cas-là on va assister un peu comme à Mossoul à une progression concentrique depuis les têtes de pont vers Afrin, quitte à délaisser les espaces latéraux qui ne seront nettoyés que par la suite. Si c'est la première hypothèse qui s'avère être la bonne, eh bien la TSK et la SL vont devoir faire face à une première ceinture de villes moyennes, Bulbul, Khacho, Chekaladid, Gendires, qui constituent des verrous parce qu'elles représentent des foyers, alors certes relatifs de population, mais surtout des nœuds de communication. Ce qui m'amène dans ce cas-là à une autre question, qui est celle de la stratégie des Kurdes. Vont-ils s'agripper à ces villes ? Dans quel cas, nous assisterions à un combat urbain acharné, à l'instar de la défense de l'État islamique dans les villes irakiennes. Eh bien tout ça, c'est ce que je vous propose de voir dans ce nouveau numéro qui traitera de la période allant du 1er au 14 février. Alors, il ne faut guère attendre longtemps pour avoir nos premiers éléments de réponse, puisque dès le 1er février, il est question du premier de ces verrous, la ville de Bulbul. Alors, en fait, durant la journée, tout le territoire situé entre la poche de Shenkil et Kourni fait l'objet d'une attaque à laquelle participe la division Sultan Mourad. Peut-être d'autres unités, mais je n'ai pas de source qui les mentionne. Alors d'où vient cette attaque ? Depuis Bakoubasi à l'ouest et depuis Kourni à l'est. Donc vous voyez d'ailleurs ici les images qu'on peut localiser avec précision, puisque le portrait d'Öcalan que l'on voit là sur cette montagne, qui est en train de se faire copieusement arroser par ces tirs de chars léopards turcs appuyant les fantassins de la SL, eh bien, je vais vous montrer, et vous voyez, eh bien, c'est celle qui est ici. Donc, vous voyez cette montagne-là qui est située au nord-ouest de Bulbul. Donc, on peut dire que cette colonne de troupes est en fait en train de se déplacer depuis Kourni et se prépare probablement à l'assaut de Bulbul, puisque cette dernière se retrouve encerclée avec la prise des différentes communes comme Alikar, Alamam et Zara, dont vous voyez ici une photographie prise par des miliciens. Ce qui fait que Bulbul est la première ville à laquelle la SL va devoir faire face durant cette opération. Alors quelle a été l'ampleur de la résistance kurde à Bulbul ? Assez faible si on en juge la rapidité avec laquelle la ville a été prise, puisque son contrôle se fait dans la journée même. Ces images de la télévision turque, alors c'est la chaîne Haber, montrent que les Kurdes n'ont pas fait preuve d'une résistance jusqu'au boutiste, puisqu'on y voit certes des fenêtres soufflées, des impacts de balles sur les murs, mais pas de maisons détruites. Bulbul n'est pas devenu un champ de ruines. On semble donc s'y être battu uniquement à l'arme légère. Alors certes, il ne s'agit pas d'une grande ville, à peine 1750 habitants en 2004. Alors, en France, on appellerait ça un gros bourg. Donc, et en plus, la ville n'offre pas non plus un espace urbain hyper dense, favorable à une résistance acharnée. Mais quand même, ça nous montre déjà que les Kurdes ne vont pas adopter un style de défense basé sur la guérilla urbaine.
En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que par la progression de la journée et la chute de ce premier verrou, eh bien les deux poches de Shengal et de Balikwi sont reliées, formant un espace frontalier d'une dizaine de kilomètres sous contrôle des Turco-Syriens. La journée du 2 février est beaucoup moins dense en action. On assiste à aucune avancée. En revanche, l'agence ANA, la New Agency Awar, qui est l'agence officielle de presse du PID, diffuse cette vidéo présentant le tir d'un ATGM, d'un anti-tank guided missile, par un membre de l'IPG, ce missile détruisant un véhicule de l'ASL sur la montagne de Kevireker. Alors j'aimerais que vous réécoutiez ce bruit qui est vraiment typique des ATGM, qui est en fait en gros un laser qui target un véhicule avant le tir final. Alors toute la question de cette vidéo est de savoir si l'action a eu lieu la journée même, ce qui est peu probable. Le 3 février, le 15e jour de l'opération Rameau d'Olivier, est un jour noir pour l'armée turque. 7 soldats tués en moins de 24 heures, c'est autant que durant les 10 premiers jours de l'opération. Un a été victime d'un accident, un autre a été tué dans la province frontalière turque de Kilis, et 5 soldats sont morts à proximité du mont Tchekkourous après la destruction de leur char Léopard touché par un ATGM kurde. Vous pouvez d'ailleurs voir ici des photographies de ce char qui a été complètement pulvérisé, dont on reconnaît là les trains de roulement. Sur cette photographie, on reconnaît la partie qui recouvre le moteur grâce aux grilles d'aération et qui a été complètement déchiquetée, qui a volé en éclats, dessoudée du châssis. Normalement, un ATGM ne provoque pas ce type de destruction. Donc, il est fort à parier qu'en fait, il a dû toucher une partie sensible du char. Alors, ça peut être une soute à munitions ou un élément du moteur qui a provoqué une explosion intérieure. Raison pour laquelle le char est dans cet état. En tout cas, cela porte donc à 14 le nombre de soldats turcs tués depuis le début de l'opération. Alors, je sais que j'avais dit dans l'épisode précédent que le nombre s'élevait déjà à 9 au 31 janvier, ce qui devrait donc faire 16. Mais en réalité, parmi les 9 que j'avais comptabilisés au mois de janvier, il y en a 2 qui ont été tués dans le secteur d'Idlib, et donc en dehors de l'opération Rameau d'Olivier, donc ils ne sont pas ici comptabilisés. Donc on est bien à 14. La journée est également marquée par des bombardements à Rajo, qui d'ailleurs avaient déjà débuté depuis la veille et qui est annonciateur de futures opérations dans le secteur. Il y a également une contre-attaque kurde sur le mont Barsaya, mais qui est un échec. Le 4 février, même si les troupes du Liwa Suleyman Shah entrent dans le village de Haj Bilal et celles de la brigade des Aigles du Nord et du Jaish al-Nukba reprennent le contrôle du mont Tchekkourous, qui reste quand même contesté, eh bien la progression, après 15 jours d'opération, est toujours aussi faible. D'autant plus que depuis le début du mois, le nombre d'attaques aux missiles guidés se multiplie, causant des dégâts non négligeables. Une infographie a d'ailleurs été publiée à ce sujet le 5 mars sur le compte Twitter de l'opération Rameau d'Olivier, un compte Twitter qui se nomme Souriye Gündemi, c'est le nom turc. Elle porte sur l'utilisation des ATGM du 20 janvier au 5 mars et dont elle en fait le recensement. La fréquence, l'origine des armes, la nature des cibles. Quel enseignement peut-on en tirer de ces 42 tirs recensés ? Si on regarde la chronologie, on peut distinguer 2 périodes d'utilisation plus nombreuses. La première entre le 3 et le 8 février qui concentre un tiers des tirs. Et la deuxième, c'est à la fin février. Alors, ce qui s'explique d'une façon assez simple, ces 2 périodes correspondent à des temps de stagnation du front. Il est donc plus facile pour les Kurdes de repérer et d'identifier des cibles par rapport à des périodes où, au contraire, le front évolue beaucoup. Quelles sont ces cibles ? Si les chars turcs Léopard 2 ou M60 sont des cibles de prestige,
Ce sont les pick-up qui constituent les premières victimes. C'est à peu près un tiers des cibles. Sans oublier les bulldozers, on en décompte 6, des bâtiments, voire même des groupes de soldats. Raro et Boulboul sont les deux secteurs où les ATGM sont les plus utilisés. Et aux grandes dames des Turcs qui veulent absolument montrer qu'il y aurait une importante livraison d'armes par les États-Unis, la quasi-totalité de ces ATGM sont d'origine russe. Il s'agit en fait du concours. Une seule exception, c'est un Tufan iranien, mais qui est lui-même une copie du BGM 71 TOW russe. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation massive de cette arme dénote deux choses. D'abord, c'est la posture défensive des Kurdes. C'est une arme qui s'utilise beaucoup plus dans cette situation. Et d'autre part, on est clairement là, ça montre clairement qu'on est dans une guerre asymétrique. Parce que pour une armée très inférieure, la TGM, c'est une arme de prédilection, car elle constitue une artillerie de poche, un palliatif à l'absence d'artillerie lourde. On commence donc à parler d'embourbement et à s'interroger sur l'opération. Est-il toujours question de s'emparer d'Afrine ou finalement de s'assurer seulement le contrôle de la zone frontalière? Alors ces inquiétudes sont d'autant plus fortes que le lendemain, le 5 février, le YPG du canton d'Afrine reçoit un important renfort du restant de l'organisation. Un grand convoi d'une centaine de véhicules, dont des bus que vous pouvez apercevoir ici, partant du nord de la Syrie, des environs d'Assaké, arrivent à Afrine durant la nuit du 5 au 6 février. À leur bord, environ 2000 hommes. Les sources varient entre 1500 et 5000, mais 2000 est le chiffre le plus probable. Ces 2000 hommes proviennent du YPG, mais aussi des unités de résistance du Sinjar, le YBS. Alors, cette milice, en fait, c'est une milice yézidi. Ces yézidis, je vous en avais parlé lors des premiers épisodes sur la bataille de Mossoul. Hein, c'est un peuple non musulman et qui a pris cher dans la guerre contre l'État islamique, qui a subi pas mal de persécutions, qui a formé sa propre milice, qui s'est engagée aux côtés des Kurdes. Alors, étant donné leur lieu de départ et le trajet qu'ils ont emprunté, il est évident que ce renfort s'est fait avec l'approbation de Damas. Preuve qu'un accord entre le PID et le Bachar Assad était dans les cartons depuis quelque temps. Quel intérêt pour le dirigeant syrien ? Ce n'est pas la première fois que les Kurdes et Damas agissent en accord. C'était déjà le cas à Alep en 2016. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a toujours un quartier d'Alep qui est sous contrôle kurde, en accord avec le régime. Et puis, en 2017, ce dernier avait déjà laissé des troupes kurdes d'Afrine traverser son territoire pour combattre Raqqa. Et puis pour Assad, cet accord, c'est un moyen de faire payer à la Turquie son entrée sur le sol syrien sans l'affronter lui-même directement et ainsi ne pas fâcher Moscou. Parallèlement, ce même jour, l'armée syrienne annonce officiellement qu'elle va déployer de nouvelles défenses antiaériennes sur les lignes de front dans les provinces d'Alep et d'Idlib. Il semble de toute façon que l'activité aérienne turque ait été fortement réduite ces derniers jours sous la pression de la Russie. Sur le terrain, outre cette activité déjà fort riche durant la journée, eh bien on enregistre plusieurs prises de villages. C'est le cas notamment à l'ouest de la commune de Sourké, parfois intitulée Sorki, qui est capturée par la 9e division, qui est une unité de l'ASL, dont vous voyez ici des photographies de certains de ses membres prises dans la commune, et participe également à cette prise l'unité qui s'appelle Ara Sharkia, dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode numéro 1, et dont voici quelques clichés prises par cette unité, toujours dans la commune de Sorké. Alors si vous regardez bien face à ces hommes, on va trouver un ensemble montagneux, et bien c'est tout simplement les montagnes situées dans le centre du canton d'Afrine et également à l'est de cette surface plane dominée par Sorké. Au nord-est du canton d'Afrine, la SL et la TSK continuent de progresser depuis la colline de Barsaya en direction de l'ouest et s'emparent du mont Dekmetash, surnommé aussi le mont Sarkaya, ainsi que du village qui porte le même nom. Alors, dans les jours qui vont suivre, les chaînes turques vont diffuser plein d'images et de photographies sur les défenses construites par le YPG sur le mont Sarkaya. Alors, un système de défense assez élaboré, puisqu'on va trouver aussi bien des tunnels,
des bâtiments blindés, dont certains d'ailleurs ne sont pas terminés, comme nous le montrent d'ailleurs ces différents coffrages. Donc vraiment hein, quelque chose qui était censé soutenir une défense prolongée, bon, mais qui ne semble pas avoir été complètement achevé et qui en tout cas n'a pas suffi. Le 6 février, il ne se passe pas grand-chose, ce qui nous amène directement au 7 février, date à laquelle la TSK et l'armée syrienne libre capturent la colline Aouiz et déclarent le contrôle de la commune de Tchek-Kourouz. Alors le problème, c'est que c'est déjà la troisième fois qu'ils déclarent le contrôle de cette localité et que dans la journée, les Kurdes en font de même avec à l'appui une vidéo de la commune et un ACV-15 qui est capturé. Alors en réalité, la situation est assez confuse, hein. Il semble que le village ait été repris plusieurs fois et que la situation ne se soit stabilisée que le lendemain, le 8 février, avec la prise définitive de cette commune. D'ailleurs, durant le 8 février, il n'y a pas non plus grand-chose qui se passe, si ce n'est quelques accrochages dans le district de Tchek el-Hadid et de Boulboul. Bon, en réalité, à partir de ce 9 février, je ne vais plus beaucoup parler de ce secteur invoqué jusque-là, puisque ces derniers vont connaître une période de calme relatif, au moins jusqu'à la fin de notre période, c'est-à-dire le 14 février. Et ce, au profit d'un nouveau front ouvert dans la partie sud du canton d'Afrine, dans le secteur de Gendires, dans la plaine agricole de l'Afrine, qui devient pour toute la semaine le véritable centre de gravité de l'opération. Alors, j'ai dit nouveau front, en fait pas tout à fait, car si vous vous rappelez de l'épisode précédent, je vous avais parlé de cette Kurde Avesta Kabor qui s'était jetée sur une colonne de l'armée turque à Aymamé, nommée aussi Alamam. Les combats y étaient donc déjà menés depuis janvier, mais sans que les Turco-Syriens ne parviennent à établir des positions. Mais l'attaque, là, est d'une toute autre ampleur. Il s'agit d'une véritable offensive impliquant plusieurs unités de l'ASL appuyées par la TSK. Tout au sud, c'est le Falayak al-Sham et Jaïch al-Nasser, qui signifie l'armée de la victoire, qui s'emparent de Nassiriya et du village frontalier de Doukan, dont vous avez ici une vue. Alors je fais une petite parenthèse, hein, ça sera une véritable habitude du Falayak al-Sham de prendre systématiquement par drone une photographie aérienne des villages par lesquels ils passent et qu'ils postent sur leur compte Twitter au fur et à mesure qu'ils s'en emparent, ce qui permet de suivre avec précision leur progression. Alors cette photo de Duncan, moi je trouve qu'elle est intéressante parce que bon, déjà ça permet de voir que c'est pas l'énorme ville, donc ils n'ont pas dû déployer des efforts surhumains pour pouvoir s'en emparer. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous voyez que dans ce village qui est vraiment frontalier, hein, la Turquie c'est ici et là c'est la Syrie, et vous avez entre les deux donc ce mur dont je crois je n'ai pas encore parlé, mais que vous avez dû voir à plusieurs reprises. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Turquie a mis en place ce mur tout le long de la frontière avec la Syrie, si bien qu'à chaque fois qu'on voit une unité qui entre dans le territoire syrien, et vous avez déjà le voir à plusieurs reprises, eh bien on a des pans de ce mur qui sont démontés, et ensuite donc vous avez des unités qui s'engouffrent à l'intérieur. Et quelque part ça me fait penser aussi à ce qui s'était passé à Mossoul, où sauf qu'à la place du mur, on avait ces monticules de terre qui étaient percés. Enfin bon, c'est pas typique des conflits modernes, hein. Déjà dans la guerre des 6 jours, etc., on avait ce type de démarcation symbolique et en même temps militaire qui existait déjà. Un peu plus au nord, c'est la brigade Sarmakand et le Jaïch Sarkaya, qui signifie l'armée de l'Est, qui prennent le contrôle d'Emamé. Donc en fait, à la fin de la journée, on a clairement une autre tête de pont qui s'est formée, et à partir de laquelle la progression va être plus rapide. D'ailleurs, celle-ci continue dès le 10 février avec la prise de Der Belout, dont vous avez donc encore ici une vue aérienne. Alors vous voyez sur cette photographie, on voit encore que c'est pas non plus une énorme localité. Dans l'arrière-fond, donc, enfin ce que vous voyez dans l'arrière-fond, donc c'est ce qui est vers l'ouest, et on voit donc ce mur là qui est ici et donc qui représente la frontière. D'ailleurs, dans les jours qui suivent, les médias turcs vont diffuser tout un tas d'images sur les défenses établies par
par les Kurdes sur les montagnes situées au sud de Der Balut. Donc on peut constater exactement la même chose que ce qu'on avait vu pour le mont Sarkaya dans le nord du canton d'Afrine, c'est-à-dire que les Kurdes avaient déjà construit un réseau de défense constitué de bâtiments en dur avec des blocos et également un système de tunnels, mais qui parfois n'est pas totalement achevé. Au nord de Gendires, eh bien, on a également la prise de la commune de Askan Garbi, où entre en jeu une nouvelle unité, c'est la brigade Al-Vakas. Alors, je dis entre en jeu, peut-être qu'en fait elle était déjà présente par exemple dans la prise d'Emamé, mais en tout cas on n'avait aucune preuve. Donc en fait, là pour la première fois, elle apparaît. Le 11 février, le Jaish Sarkiya capture le village de Ek Iskandere, ce qui signifie que l'ASL n'est plus qu'à 4 km de Gendires, une ville verrou qui est clairement le prochain gros objectif. Je n'oublie pas le nord, car même si j'avais parlé de calme, j'ai bien spécifié de calme relatif, puisque dans la journée, la brigade des Faucons du Nord descend de la montagne de Tchèque-Kourous et prend le contrôle du village situé en contrebas, Sarajnak, dont vous voyez ici quelques images. Alors attention, ce ne sont pas des vidéos qui sont prises au moment des combats. Souvent, la plupart des vidéos que vous voyez, on voit des hommes tirer au loin là sur on sait pas quoi d'ailleurs. Ce sont souvent des mises en scène, hein, parce que clairement, ils tirent sur rien là. C'est du vide, c'est pour faire le spectacle. Il y a pas vraiment une grosse discipline de feu dans ces unités, dont la consommation de munitions est assez effarante. Le lendemain, le Falayak al-Sham continue sa progression vers l'ouest du canton d'Afrine, en s'emparant notamment de la commune de Mouhamadia, mais la journée est marquée par une revendication des FDS, selon laquelle ils auraient abattu un drone turc. Information qui sera confirmée quelques temps plus tard par ces images du drone en question. Il s'agit d'un UAV, un Unmanned Aerial Vehicle, c'est-à-dire un véhicule aérien sans pilote humain, de type Bayraktar, construit par l'entreprise turque dirigée par Selçuk Bayraktar, qui n'est autre que le gendre d'Erdogan. Et hop, et une petite couche de népotisme sur les bords. Il sera justement question de ce type de drone le lendemain, le 25e jour de l'opération Rameau d'Olivier, puisqu'un drone va filmer cette scène que vous êtes en train de voir et qui va être reprise en boucle par les médias turcs. Il s'agit d'un Saphir, l'équivalent iranien de la Jeep, équipé d'un canon sans recul de 106 mm, un M40 pour être plus précis, une arme issue de la guerre froide et très répandue dans les armées de second ordre. Alors j'ai passé beaucoup de temps à chercher, à localiser les endroits de chacune des actions. Alors j'étais d'autant plus dégoûté lorsque je suis tombé sur une vidéo du Times qui avait déjà fait le travail. Mais bon, c'est pas grave, hein, au moins ça sera fait. Alors donc l'action débute à l'ouest de Gendires, ou Gendires, hein, ça dépend, il y a plusieurs façons de le dire. Et donc en fonction de la position là, de la Jeep, de son inclinaison par rapport à la rue, on peut déterminer en fait une zone de frappe qui donc en fait s'étendrait d'Er Beyrouth à Archali, qui est justement un village qui vient d'être pris par les troupes de l'ASL et donc qui s'approche de la ville de Gendires. Donc il est probable que ce tir est destiné à arrêter la progression. Alors cette vidéo nous montre ensuite que ce Saphir va se déplacer très rapidement, hein, profitant de l'espace de l'espace urbain pour se déplacer, alors ce qui met évidemment en danger la population. Et à un moment donné, donc, il se planque dans ce hangar et donc, voilà, ça va finir par être détruit par justement une frappe d'un drone. Alors faire attention parce que c'est quand même une vidéo qui a un but de propagande, hein. L'objectif c'est de montrer que les frappes de drone, en fait ça fait 0 victimes parmi les civils. Bon, en tout cas les 3 que vous voyez ici, hein, ils y sont tous passés par contre. Je n'oublie pas non plus la prise de l'autre commune qui est située au pied du mont Tchèque-Kourous, c'est Omer Semo, appelé aussi Oumar Semou. Le 14 février, dernier jour de notre période traitée dans cet épisode, et qui s'achève par la prise de Koudé.
Probablement par la division Hamza, puisque sa présence dans ce lieu est attestée pour le 15 février, et qui semble entamer une progression sur un axe nord-est en direction de Rajo. Voilà, ainsi s'achève notre première partie chronologique, et maintenant essayons d'analyser l'ensemble de ces événements, en commençant déjà par répondre à notre question posée au début de l'épisode: progression concentrique vers Afrin ou conquête préalable du territoire frontalier? Alors, si l'on observe cette carte, et que l'on compare les espaces contrôlés au 31 janvier avec ceux qui le sont au 14 février, on remarque que depuis Barsaya, l'ASL et les forces d'Ankara ont progressé vers l'ouest, le long de la frontière. Les deux poches de Shenkil et de Kourni ont été réunies par la prise de l'espace frontalier situé entre les deux communes. À l'ouest, depuis les montagnes de Keviriker, Ara al-Sharkiya et la 9e division ont avancé vers le sud pour prendre la commune frontalière de Sorke. Et au sud, c'est tout l'espace frontalier compris entre Hermameh et Der Beilout qui est désormais dans les mains de l'ASL. On peut donc dire, à partir de cette carte, que c'est clairement pour la dernière option que Ankara a penché, c'est-à-dire le contrôle préalable de l'espace frontalier. On peut ajouter également, de manière globale, que les têtes de pont ont toutes été renforcées et que désormais l'alliance TSK-ASL contrôle 23 communes, en plus de la petite ville de Boulboul. Alors un point très important, c'est que l'on assiste à un renforcement des deux côtés. Alors vous vous rappelez cette théorie du bras de fer, où au début on met juste assez de force pour pouvoir jauger son adversaire, et ensuite on y met toute sa puissance. Eh bien c'est ce justement à quoi nous allons assister au cours du mois de février, alors tout particulièrement à la mi-février, c'est-à-dire à une montée en puissance des forces des deux côtés. Alors j'avais déjà évoqué la colonne des 1500-2000 hommes provenant des FDS et du Yebetche. J'avais prononcé YBS tout à l'heure, mais c'est bien Yebetche, il y a une cédille en dessous du S. Arrivé à Afrin le 5 février. Par contre, je n'ai pas encore parlé de ce qui s'est passé du côté turc. Alors, vous vous rappelez de cette infographie présentant les unités de l'ASL partie prenante à l'opération Rameau d'Olivier en janvier, et que je vous avais déjà présentée? Eh bien en fait, entre le 10 et le 14 février, on apprend, selon 3 sources, dont le journal syrien Enab Baladi, que ce sont 11 nouveaux groupes de l'ASL qui ont rejoint l'opération. Ce qui explique qu'une nouvelle infographie a été publiée sur le compte Twitter de l'opération et qui présente les différents logos des nouvelles unités. Mais cette infographie me laisse un peu perplexe, car si vous devez déjà reconnaître des unités entrées en jeu avec l'ouverture d'un nouveau front dans le secteur de Gendires, Jaish Arkia, Jaish al-Nasser, Jaish al-Tania, petite parenthèse, Jaish ça signifie armée en arabe, Asnab-Furat, qui signifie les combattants de la justice, ainsi que la division Al-Hamza à l'ouest, bien d'autres en revanche ne sont pas encore visibles sur le terrain. Alors, est-ce qu'il s'agit d'unités qui ne sont pas encore entrées en jeu, ou tout simplement qui n'existeraient pas, puisqu'elles n'ont pas de compte Twitter, et je n'ai pas repéré de vidéos les concernant? Et certaines restent totalement inconnues. Je n'ai par exemple aucune information sur cette unité nommée le 5e régiment. Quant à cette unité intitulée Jaish al-Afad, de son vrai nom la brigade Afad al-Rasoul, eh bien d'après mes recherches, elle aurait été supprimée en 2014. Donc, est-ce que c'est un problème de mes informations ? Et dans quel cas, si vous en avez, n'hésitez pas à me les communiquer. Ou est-ce que c'est la Turquie qui s'amuserait à rajouter des logos sur cette infographie pour faire nombre? Bon, bonne question. Ce que nous apprennent aussi ces sources,
c'est que la Turquie aurait monnayé cette participation. C'est-à-dire que, jusque-là, certains groupes de l'ASL dépendaient de l'aide financière des États-Unis, mais ces derniers ont décidé de la stopper. Donc la Turquie se serait engagée à continuer de verser cet argent en échange d'une participation à l'opération Rameau d'Olivier, le financement se faisant en monnaie turque sous la forme d'une indemnité mensuelle pour chaque milicien. Mais d'autres sources plus proches du gouvernement turc affirme, elle, que cette participation à l'opération Rameau d'Olivier n'aurait pas été une condition imposée, une condition sine qua non, mais plutôt une requête auprès des unités qui en avaient la capacité. Alors d'où viennent ces unités ? Pour une grande partie, elles proviennent des différents groupes rebelles de la province d'Idlib, dans laquelle la Turquie est devenue partie prenante depuis que des accords ont prévu d'en faire une zone dite de désescalade, avec des bases d'observation turques tout autour de la province pour observer le respect de cet accord. J'ai un peu l'impression que la poche d'Idlib devient une sorte de déversoir à rebelles, de parc, puisqu'à chaque fois qu'une nouvelle poche est nettoyée, les bus, selon des accords, vont transporter les rebelles qui se sont rendus directement vers la province d'Idlib. Enfin bref. Étant donné que ces unités rebelles sont déjà engagées face aux troupes d'Assad à Idlib, eh bien seule une partie de leurs effectifs seront engagés dans l'opération Rameau d'Olivier. C'est le cas par exemple du Front de l'Authenticité et du Développement et du Jaish al-Thania qui combattent au même moment dans l'est de la poche d'Idlib. Mais une autre partie de ces nouvelles unités sont en réalité des formations restées en arrière en Turquie pour finaliser leur entraînement militaire. C'est le cas notamment d'une unité qui a été particulièrement médiatisée et qui est entrée en jeu le 14 février avec la prise de Koudé. Il s'agit de la division Al-Hamza. Donc vous voyez ici des images, il s'agit des 500 premiers combattants formés par les Turcs, qui sont tout beaux tout propres sur eux, hein, qui ont un uniforme complet. On est très loin de certaines formations où les soldats portent des jogging baskets et ressemblent plus à des baroudeurs qu'à des soldats. Là, ce n'est pas le cas. Un équipement à la turque, bref, il s'agit d'une véritable vitrine des groupes de l'ASL contrôlés par la Turquie et qui risquent d'être employés pour la prise d'Afrine pour l'image. Alors pourquoi faire intervenir autant de nouvelles unités aussi tardivement ? Il semblerait en fait que la TSK et l'ASL aient été en difficulté à la fin janvier. On l'a vu, la progression était bien plus faible que ce qui était attendu. Par conséquent, faire intervenir ces nouvelles troupes est un moyen pour Erdogan de débloquer la situation, de faire pencher la balance en sa faveur et ainsi accélérer les choses sur le terrain. Un dernier point maintenant, et on terminera toujours ainsi, c'est celui concernant les pertes. Alors là, je n'ai pas les chiffres qui collent tout à fait à notre période, mais bon, j'en ai plusieurs, je vais vous les citer. Concernant le nombre de soldats turcs tués, au 22 février, selon l'OSDH, ce nombre serait de 22. L'état-major turc, lui, annonce qu'au 12 février, ce décompte aurait atteint les 31. Alors, parmi ceux-ci, en fait, il y en a 2 qui ont été tués dans un hélicoptère abattu le 10 février. Alors, si les autorités turques n'énoncent pas l'auteur de ce crash, l'agence Reuters lui dit clairement qu'en gros, c'est l'IPG qui l'aurait abattu. Concernant le nombre des membres des FDS, alors le compteur délirant de l'état-major turc continue sa courbe. Donc il parle de 1000 terroristes entre guillemets neutralisés au 5 février et ce chiffre atteint les 1350 au 12 février. Alors qu'en même temps l'OSDH lui parle de 117 Kurdes tués au 2 février. Enfin, pour ce qui est de l'ASL, les seuls chiffres dont je dispose sont ceux de l'OSDH, qui parlent de 123 membres tués au 2 février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de notre série avec la période allant du 15 au 28 février. Petite parenthèse, je en profite pour passer une petite annonce, je recherche quelqu'un qui serait arabophone ou en tout cas qui serait capable de le traduire
parce que bon, il y a parfois des documents que je n'arrive pas à comprendre et parfois ça peut peut-être être important. Alors vous inquiétez pas, hein, je ne ferai pas appel à vous tous les jours, hein, c'est juste une poignée de documents tous les 2 mois, donc c'est pas énorme. Hein. Voilà, et bien écoutez, d'ici demain, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker, à débattre, à y apporter vos connaissances, parfois à me corriger si vous voyez que j'ai fait une erreur. Et puis, eh ben écoutez, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, longue vie et prospérité. Allez, salut et à demain.